Bonjour et bienvenue, je suis Loïc Plisson de sesoignerautrement.net. Dans cette vidéo, j'aimerais vous parler de l'ostéopathie, ou plus exactement des ostéopathies. En effet, j'entends régulièrement des patients me dire voilà, mon ostéopathe, sa façon de travailler est très différente de celui que j'ai pu aller voir quand j'étais en vacances et que je me suis bloqué le dos. Et je me suis même demandé s'il était réellement ostéopathe, celui que j'ai vu en vacances. Ou bien de se dire, mais c'est curieux, j'ai discuté avec une amie et son ostéopathe, il avait des pratiques qui ne ressemblaient pas du tout à celles que peuvent avoir celui que je vais voir régulièrement. En effet, on parle d'ostéopathie au singulier et on devrait parler des ostéopathies. Qu'en est-il réellement? L'ostéopathie est une discipline qui est apparue aux États-Unis au début du siècle dernier par Andrew Taylor Still. C'est lui qui a donné le nom d'ostéopathie à la technique qu'il a développée à partir de la chiropraxie, à partir de méthodes de reboutement et à partir d'une certaine philosophie qu'il pouvait avoir sur le soin. Et c'est ça qui va vraiment faire l'ostéopathie. C'est au-delà de la technique, c'est vraiment la philosophie, l'état d'esprit dans lequel le soin est prodigué. Cette ostéopathie a depuis plus de 100 ans évidemment évolué et à différentes formes se sont peu à peu présentées. Dans les approches qui aujourd'hui s'appellent toujours ostéopathie, on va pouvoir définir trois grandes écoles. Ces trois grandes écoles sont l'école structurelle, l'école fonctionnelle et l'école fluidique. Alors, vous ne trouverez pas d'école d'ostéopathie structurelle, d'école d'ostéopathie fonctionnelle ou d'école d'ostéopathie fluidique. Chaque formation d'ostéopathie va avoir sa dynamique un peu prédominante, sa discipline qu'elle va préférer, au même titre que chaque ostéopathe va être en fonction de son toucher, de son aptitude, de ses goûts personnels, plus amené à travailler le structurel, le fonctionnel ou le fluidique. Et avec une même personne, être amené à travailler un peu plus une approche plutôt qu'une autre. Qu'est-ce que ces techniques? La structurelle, pour commencer. L'ostéopathie structurelle va considérer que les structures osseuses doivent avoir une relation qui correspond à les axes dans lesquels elle est posée. Qu'est-ce que j'entends par là? Lorsque vous avez une articulation, vous avez deux os qui vont être en contact. La forme du contact qu'ils établissent entre eux va déterminer l'orientation que les os doivent pouvoir avoir. Un genou se plie d'avant en arrière, il a aussi un mouvement de rotation sur son axe, par exemple. Donc, l'ostéopathe structurel va rechercher toutes ces directions-là et va s'assurer que notre genou avance d'avant en arrière et tourne de façon équivalente dans un sens et dans l'autre ou en fonction des amplitudes qu'il doit avoir théoriquement. Et à partir de là, il va avoir un certain nombre de techniques qui vont lui permettre de rétablir le mouvement qui peut être manquant, l'orientation qui va être moins importante que ce qu'elle devrait être. Dans l'ostéopathie structurelle, la technique la plus répandue et celle qui est la plus importante est ce qu'on appelle le thrust. Le thrust est un mouvement de faible amplitude et de haute vélocité, c'est-à-dire très rapide. On va venir attraper les structures, on va les mettre dans une situation d'étirement et on va réaliser un mouvement brusque de faible amplitude pour forcer l'articulation à aller dans l'amplitude qu'elle refuse d'avoir au bilan. Ce thrust va s'accompagner souvent, non systématiquement, mais souvent d'un craquement. Et c'est bien souvent ce que les personnes retiennent en disant l'ostéopathe m'a tordu dans tous les sens, il m'a mis dans une position complètement bizarre, m'a attrapé le bras, la jambe, et tout d'un coup, j'ai eu un grand mouvement et ça fait un gros crack.
ce craquement est souvent associé à une libération d'endorphine, une espèce de sentiment de soulagement et est facilement associé à l'efficacité du soin. Alors que les choses soient claires, le craquement n'a aucun lien avec l'efficacité du soin. On va pouvoir, avec un peu de technique et un peu d'habitude, faire craquer à peu près toutes les articulations, leur faire crack et que ça ne changera rien du tout au problème. Pour que ce soit efficace, il faut que ce soit la bonne articulation qui soit mobilisée dans les bons paramètres. Et s'il y a un craquement, tant mieux. S'il n'y a pas de craquement, tant mieux également. C'est-à-dire que ça n'a pas d'importance. Ce n'est pas ça qui fait le traitement. Ce qui va faire le traitement, ça va être le choix de l'articulation et le choix de la technique qui va être employée pour retrouver la mobilité. C'est une façon simplifiée, mais voilà, globalement, c'est comme ça que l'ostéopathie structurelle voit les choses. L'ostéopathie fonctionnelle maintenant. L'ostéopathie fonctionnelle va non pas, elle, regarder la structure pour savoir comment la libérer, mais le fonctionnement de cette structure. Comment cette structure va fonctionner et comment je vais pouvoir lui permettre de rétablir son mouvement. Ça va être des techniques qui vont beaucoup associer la respiration, une respiration volontaire. On va demander à la personne d'inspirer, d'expirer et on va venir pousser l'articulation. Si je reste sur mon genou, on va pousser l'articulation dans les zones où elle ne veut pas aller. À l'inspire, on va venir dans les zones où elle va, et on va pousser à l'expire ou l'inverse, suivant le problème qui va se présenter. C'est-à-dire qu'on va utiliser la dynamique propre, le mouvement propre de l'organisme pour permettre de rétablir l'articulation qui est bloquée. La troisième technique est donc l'ostéopathie fluidique. L'ostéopathie fluidique, elle, va se baser sur un principe qu'on a appelé le mouvement respiratoire primaire. Qu'est-ce que c'est ? Le mouvement respiratoire primaire est une dynamique, est un rythme que les structures osseuses auraient entre elles et leur permet d'être coordonnées. C'est-à-dire qu'il y a un rythme dans l'ensemble des structures osseuses et ce rythme-là va créer une unité de fonction de la tête au pied, d'une extrémité à l'autre et va permettre au corps d'être parfaitement libre. Et si on a un lieu de nous, mettons notre genou toujours, où ce mouvement respiratoire primaire est perturbé, l'ostéopathe va venir dans cette zone-là, où à distance il est perturbé un peu plus haut, puisque le lieu de la douleur n'est pas forcément le lieu de la perturbation, et ça c'est valable dans les autres formes structurelles et fonctionnelles, et va venir en fait à l'écoute de ce rythme-là, proposer à l'organisme d'aller dans les directions dans lesquelles il ne va pas. Ce qui va changer fondamentalement avec les autres formes, les deux précédentes formes, c'est que ce n'est plus la force du praticien qui est utilisée pour rétablir le fonctionnement de l'articulation, c'est la propre force, le propre dynamique de l'organisme qui est utilisé. C'est une ostéopathie qui est, alors, je serais amené à vous dire plus douce, ou du moins qui va être plus subtile, c'est-à-dire que les mouvements vont être extrêmement fins, extrêmement légers, et pour le coup, il n'aura que très peu de contre-indications, puisqu'on va pouvoir l'utiliser même dans des cas de forte douleur, ce qui ne sera pas forcément le cas de l'ostéopathie structurelle, où on pourrait être limité par une douleur trop importante, par exemple, et où on va utiliser la force de l'organisme pour retrouver la mobilité des tissus, la mobilité des articulations, là où elle l'a perdu. Et c'est l'élan de ce rythme-là, de ce mouvement respiratoire primaire, qui va permettre de régulariser, de rééquilibrer l'organisme. Donc on voit qu'on a là 3 façons de voir qui sont assez différentes. La première, c'est vraiment le praticien qui va venir
corriger l'articulation, qui va lui redonner ses axes, qui va lui redonner ses directions, qui va s'assurer d'un fonctionnement optimal de l'articulation. La seconde, dans le cas de l'ostéopathie fonctionnelle, il y a un jeu entre le praticien et la personne. Les deux vont agir avec une prédominance tout de même du praticien. Et dans la troisième, c'est vraiment le praticien va juste mettre en place des conditions pour que ça se développe dans l'organisme, pour que ce mouvement respiratoire primaire retrouve toute sa place. Je voudrais vous raconter une petite anecdote qui m'est arrivée il y a maintenant plusieurs années avec un coureur de marathon. J'étais à l'époque élève en kinésithérapie et je suivais un kiné dans l'accompagnement de sportifs. Et moi, je ne faisais pas grand-chose, je faisais principalement regarder les séances. Et à une séance est venu un marathonien qui avait un bon niveau en course, puisqu'il était autour de, alors je ne sais plus exactement, mais entre 2h15 et 2h30 le marathon, ce qui est déjà un niveau plus que respectable. Et donc ce marathonien vient voir donc, le kiné, mon tuteur, et lui dit voilà, je suis embêté, pour pas dire plus. Il y a un mois, tu pouvais pas me voir, tu m'as conseillé d'aller voir un collègue à toi. Il est arrivé, il m'a mobilisé un grand coup la cheville, et à la fin de la semaine, j'ai couru, et ça a été une véritable horreur pour mon marathon. Ça a été une véritable catastrophe. J'ai pas réussi à retrouver mes sensations, et là je suis complètement perdu, j'arrive pas à retrouver ma foulée. C'est vraiment une véritable catastrophe. Il faut que tu rétablisses ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Il faut savoir qu'un marathonien, si vous me permettez la comparaison, c'est une Formule 1. C'est-à-dire que les réglages ne se font pas à la grosse clé à molette, ça se fait au tournevis millimétrique. On va régler la voiture de façon voire micrométrique. Chaque réglage doit être extrêmement précis. Et dans un corps de sportif de haut niveau, chaque modification de la structure va être encore plus puissant, va se trouver décuplée, parce que au-delà de l'aspect fonctionnel, la marche, etc., la personne va être particulièrement attentive à comment son corps bouge et comment il va réagir. Notre jeune ostéopathe donc, qui était allé voir ce coureur, l'a regardé, donc mes souvenirs sont bons, c'était pour un problème de hanche, pour son problème de hanche, et est redescendu et est arrivé au niveau de l'astragale, donc c'est un os de la cheville, et voilà, l'astragale est trop avancée par rapport à ce qu'elle devrait être, donc il a positionné son astragale et trust, il a corrigé l'astragale et l'a remis à sa place. Sauf que notre marathonien court depuis des années, court sur cet astragale qui est trop en avant selon la norme. Et à courir dessus, il a développé ses chaînes musculaires, il a développé ses chaînes faciales, il a développé toute sa structure sur une course avec une astragale, droite ou gauche, peu importe, plus avancée. En modifiant, en rétablissant ce que devait être l'astragale, en rétablissant ce que l'ostéopathe croyait être le plus juste pour la personne, notre coureur s'est retrouvé complètement déstabilisé. On a modifié en profondeur sa structure sans lui permettre de se rééquilibrer, de trouver l'équilibre. Vous avez donné un grand coup de clé à molette dans une Formule 1 extrêmement fine, extrêmement sensible. Et donc ça a été tout le travail de mon tuteur de permettre au corps de retrouver cet équilibre-là, et c'est un travail qui pour le coup est long et complexe, parce que toutes les structures se retrouvent perturbées,
et se retrouve perturbé comme agressé. C'est-à-dire que ce mouvement était agressif pour l'organisme. Il n'était pas prêt. Il n'était pas prêt ni à accueillir la modification qui était proposée, ni à l'intégrer. C'est-à-dire que sur le coup, et même sur le long terme, il n'était pas prêt. Donc, il a fallu retravailler, et là pour le coup en fonctionnel et surtout en fluidique, pour que ce soit l'organisme qui intègre les nouvelles données qui ont été faites. Et au final, l'astragale a retrouvé sa position avancée et le travail sur la hanche est fait d'une toute autre manière. Ce que je veux dire par là, il n'y a pas une ostéopathie qui est dominante. Il n'y a pas une ostéopathie qui est supérieure. La structurelle n'est pas supérieure à la fonctionnelle ou l'inverse. La fluidique ne vaut pas plus que l'une ou que l'autre. Ce qui va faire la différence, ça va être le fait d'utiliser la forme d'ostéopathie qui est la plus adaptée, la plus pertinente pour la personne au moment où elle vient, au moment où elle est. Et c'est ça qui fera un grand ostéopathe d'un ostéopathe de moins performant. Un autre élément que je pourrais ajouter, et je conclurai là-dessus, l'ostéopathie crânienne et l'ostéopathie viscérale sont deux formes d'ostéopathie qui quelquefois défraient la chronique. Donc l'ostéopathie crânienne est du champ uniquement de l'ostéopathie fluidique. On ne travaillera pas en fonctionnel, on ne travaillera pas en structurel au niveau du crâne, excepté pour les mâchoires. Mais l'ostéopathie fluidique l'ostéopathie crânienne ne concernera que l'ostéopathie fluidique. L'ostéopathie viscérale, ça peut être fluidique comme structurel ou fonctionnel. Donc là, on va travailler au niveau des viscères, que ce soit les viscères intrathoraciques ou abdominaux, et on va leur redonner leur mobilité, donc soit en les ramenant dans ce qu'ils devraient être, soit en leur permettant de retrouver leur équilibre, soit en leur donnant la vitalité de retrouver eux-mêmes leur équilibre, suivant la technique que l'on va utiliser. J'espère que cette vidéo vous permet de voir un peu plus clair sur l'ostéopathie, les ostéopathies et cette grande différence qui peut exister entre les différents ostéopathes. Ce qui me paraît le plus important, au-delà de ces techniques et de ces connaissances un peu théoriques sur ce que peut être l'ostéopathie, c'est la sensibilité de la personne que vous avez en face de vous. Vous avez des ostéopathes qui font très rarement craquer. Vous avez des ostéopathes qui font très souvent craquer. L'un et l'autre ne me permet pas de savoir si j'ai en face de moi un ostéopathe compétent. La première chose à voir est déjà de savoir si moi, avec cette personne, je suis en phase. Si je n'aime pas quand ça craque, ça me fait peur, j'ai l'impression que je vais éclater à l'intérieur de moi, je ne vais pas aller voir un ostéopathe qui travaille en structurel. Ou sinon, je lui signalerai. Et puis peut-être qu'il me dira, bon, dans ces cas-là, moi je ne peux rien faire pour vous. Ok, les choses ont été posées. Si au contraire, lorsqu'on travaille en fluidique, vous avez l'impression que la personne n'a rien fait. C'est ce qui m'est arrivé la toute première fois que j'ai vu un ostéopathe il y a maintenant 20 ans, où je venais le voir pour une épaule et pour un genou, il m'a à peine... j'ai eu l'impression qu'il m'a à peine touché, il m'a bougé le bras, hop, il a reposé, bougé le genou posé, et puis après, il s'est posé sur ma tête pendant des heures, pendant une demi-heure, et je me suis dit, mais il n'a rien fait. Toujours est-il, je suis sorti avec une épaule où la douleur que j'avais depuis une dizaine d'années, un peu moins, depuis 8 ans, avait disparu, et la douleur que j'avais au genou depuis 3 ans avait disparu également. Donc, c'est important d'être en phase avec la personne avec qui vous êtes en soins, de vraiment être dans la même longueur d'onde. Si un des éléments, le fluidique, vous avez l'impression qu'il n'y a rien qui se passe et ça vous énerve et ça ne vous plaît pas et vous n'aimez pas être touché comme ça, posez la question clairement, est-ce que vous travaillez en fluidique, est-ce que vous travaillez avec le MRP ou est-ce que vous travaillez en structurel? Moi, je préfère le travail structurel, j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui se passe sinon. Si en face, votre ostéopathe dit « moi, ça ne me paraît pas adapté » et que vous restez sur vos positions, ce qui est votre droit, dans ces cas-là, il est préférable de ne pas faire la séance. L'échange doit exister. On doit pouvoir dire à son praticien « cette technique-là me convient, cette technique-là ne me convient pas » ou « je connais aucune des techniques de l'ostéopathie, mais moi, j'aime plutôt qu'on me touche avec douceur. Ou au contraire, j'aime sentir les choses, j'aime quand ça. C'est costaud. »
À chacun sa sensibilité. Il faut être en phase avec son praticien. Ça, c'est très très important. Et cette vidéo a surtout cette vocation-là de vous permettre de connaître un petit peu les champs de l'ostéopathie, non pas d'un point de vue de leurs indications, mais plus d'un point de vue de leur fonctionnement pour que vous puissiez choisir ou trouver l'ostéopathe qui vous convient. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura éclairé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime juste en dessous, à vous abonner à ma chaîne YouTube et je vous dis à très bientôt sur sesoignerautrement.net pour de nouvelles découvertes autour des approches complémentaires et alternatives. En attendant, n'oubliez pas, prenez soin de vous.